On va reprendre cette deuxième partie. Ouais, ça marche. C'est quoi, c'est un shot? Allez, on entame suit notre plénière. Je vous rassure, on va essayer de faire plus rapide. Mais c'est vrai qu'il y a du contenu, il y a de la matière. Je vais demander à Sébastien de nous faire la transition. Pour cette deuxième partie sur les territoires peu denses, à mes côtés, Sandrine Rosic, experte CEREMA également. Bonjour Sandrine. Le micro. Elle a une voix un petit peu faiblarde aujourd'hui. Je suis désolée. Alors, en se rapprochant très... Voilà. Je suis désolée. J'aurai une voix comme ça toute la matinée. Oui, non, mais ça va bien se passer, Sandrine, pas de problème. Pour parler donc de la mobilité intelligente en territoire peu dense, j'ai le plaisir de convier, on a certains intervenants qui étaient déjà là tout à l'heure, mais on va les rappeler. On commence par Frédéric Descomps, directeur des mobilités de la Dracénie Provence Verdon Agglomération. Bonjour Frédéric. Je vais faire appel aussi à Victor Alonso, directeur général adjoint transport, mobilité et grands équipements de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour monsieur. Et on retrouve Marie Canonge, donc chargée de mission à la délégation mobilité du Grand Lyon, Anne Boisseau du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, et Thomas Matagne, donc des COV, Anne Boisseau et Marie Canonge. Revenez, parce que vous avez encore des choses à nous dire, cette fois en dehors des métropoles, de lien avec les territoires peu denses. D'accord. Ah, d'accord. Très bien. Alors Marie nous a abandonnés. Très bien, merci Thomas. Sandrine, un mot quand même sur aujourd'hui la loi LOM. Oui, tout la loi LOM est la loi d'orientation des mobilités depuis 2019, dont l'objectif est d'accompagner les territoires et tous les territoires. Alors en effet, je veux bien qu'on mette quelques chiffres pour un peu expliquer tout ça. Donc quelques chiffres qui montrent que la mobilité en territoire peu dense, finalement, elle reste assez similaire à celle dans les aires urbaines, avec une large part donnée à la voiture, mais la marche reste quand même un mode de déplacement assez intéressant et qui en plus augmente ces dernières années. Donc les distances parcourues sont malgré tout globalement les mêmes, hein, vous voyez, par jour, mais des impacts sur les temps de parcours qui, à l'inverse, sont extrêmement peu impactants. Je veux dire, les temps de parcours sont extrêmement moins impactants qu'en aire urbaine. Finalement, donc, une mobilité assez semblable dans les aires urbaines que dans les territoires peu denses, mais nous n'avons pas du tout les mêmes masses, les mêmes volumes de flux, hein. Donc du coup, naturellement, les solutions de mobilité qu'on va vouloir développer dans ces territoires peu denses sont complètement différents. Donc face à ce constat, et au fait que qu'il y a un manque de stratégie de mobilité sur ces territoires peu denses depuis des décennies, l'enjeu de la loi LOM, ça a bien été donc de travailler sur cette mobilité dans ces territoires peu denses. Donc le texte de la loi LOM, le but, c'est de proposer des solutions pour tous les habitants et sur tout le territoire national. La loi LOM, donc si vous voulez bien mettre également la page suivante. Voilà, c'est de proposer donc des solutions pour tous, trouver des alternatives à la voiture et décarboner les mobilités, tout en investissement toujours dans les infrastructures et les transports ferroviaires. Alors, pour faire un tout petit historique, vous voyez la carte à gauche, pardon, la carte des zones blanches. En effet, on
on a pas mal parlé d'expression zone blanche de mobilité, parce qu'en 2017, quand il y a eu les assises de mobilité, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de un quart de la population, donc 28% de la population, sur 3/4 du territoire, qui n'était pas dans une zone couverte par une autorité organisatrice de la mobilité. Donc c'est énorme. Et Elisabeth Borne, donc, à la sortie des assises de la mobilité, a dit la loi LOM qui va être votée, donc qui a été votée en fin 2019, va prendre en compte cet enjeu de mettre en place donc, des autorités organisatrices de la mobilité sur tout le territoire. Et là, les derniers chiffres 2022 montrent bien que sur les 965 communautés de communes, on a bien 53% des communautés de communes qui sont désormais AOM locales. Donc ça, c'est très important. Et 47% qui n'ont pas pris la compétence et qui l'ont laissé à la région, qui devient AOM locale par substitution. Bien sûr. On peut poser justement la question à Victor Alonso. Vous êtes directeur général adjoint des transports donc, à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour. Vous avez remporté, vous, le prix de l'offre intermodale du Grand Prix Ville, Rail et Transport des régions. Comment la région, en tant que chef de file, répond à ces enjeux de mobilité justement en territoire peu dense aujourd'hui? Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Tout à fait. Ça a l'air de marcher. Ça marche. Alors je vais d'abord faire un tout petit peu le lien avec finalement la table ronde précédente, oui. Parce que la région, par définition, elle intervient à la fois en territoire dense et en territoire peu dense. Et en plus, on a la particularité sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'avoir des autorités organisatrices qui sont de taille très diverses. Donc on a eu notamment la Claude Fauché de la métropole Aix-Marseille-Provence, donc qui est une métropole, mais qui est une métropole très élargie. Donc en fait, au sein de la métropole, il y a en fait des sortes de mini-zones peu denses. Et puis on a d'autres, et donc effectivement sur un territoire comme ça, la région, elle a toujours sa compétence ferroviaire, et donc l'intermodalité entre les compétences de la métropole et celle de la région est un sujet important. Donc on a mis en place le pass intégral qui nous a justement valu ce prix de l'offre intermodale. C'est le pass intégral services régionaux et services métropolitains. Mais il y a d'autres territoires, par exemple dans les Alpes-Maritimes. Donc là, je me tourne vers Alice qui est là-bas au fond, de la métropole Nice-Côte d'Azur, où il y a beaucoup d'autorités organisatrices de la mobilité sur ce territoire. Et donc finalement, là, la région a un rôle un petit peu de lien entre tous ces territoires. Et on a mis aussi en place des offres intermodales, donc des passes Sud-Azur, carte Azur, donc des passes multimodaux entre des offres régionales et des offres métropolitaines et des offres d'autres autorités organisatrices de la mobilité. Et d'ailleurs, dans les offres régionales, il y a des offres qui relèvent quasiment de l'offre qui pourrait être des offres métropolitaines, parce qu'on a même des services d'autobus sur les Alpes-Maritimes. Donc on a vraiment une diversité de rôles de la région. Et donc maintenant, sur les zones peu denses, au niveau de la région, il y avait une trentaine d'EPCI qui étaient amenés à se positionner, donc pour ou contre la prise de compétences, entre guillemets. Donc on est à peu près dans la moyenne nationale. En gros, la moitié ont pris la compétence, l'autre moitié n'ont pas pris la compétence. Globalement, c'est vraiment les territoires très peu denses qui n'ont pas pris la compétence. Et les territoires moyennement denses ont plutôt pris la compétence parce qu'ils estimaient avoir peut-être un peu plus les moyens de prendre la compétence. Et donc le rôle de la région dans tout ça, ça va être d'être un peu ce chef de file de la mobilité. Donc à la fois autorité organisatrice de la mobilité locale par substitution, donc sur les zones très peu denses où les EPCI ne se sont pas sentis d'aller prendre la compétence. Mais finalement sur des bassins de mobilité, donc ces structures là qu'on est en train de créer, ces périmètres qu'on est en train de créer sur les différents territoires, la région va de toute façon devoir finalement avoir une vision un peu intermodale entre les EPCI qui ont pris la compétence, ceux qui ne l'ont pas pris, co-construire avec le territoire ce sujet-là, peut-être parfois sur certains
sur certains espaces, mettre en place des passes, comme on l'a fait autour des grandes métropoles, en tout cas des solutions multimodales, pour effectivement pouvoir naviguer facilement entre des offres régionales et des offres d'autorités organisatrices locales. Sur votre région, quels sont les investissements, les priorités données aujourd'hui? Quelles sont les priorités données? Alors, sur toute la politique mobilité de la région. Oui. Alors, tu vas dire c'est large. Oui, c'est large. Alors, du coup, j'ai parlé de priorité. On va sortir un petit peu que des zones peu denses. On va dire, sur le ferroviaire, qui est quand même le cœur de métier, il y a quand même un grand projet ferroviaire qui est la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, donc qui est quand même le gros sujet ferroviaire pour la région, qui est de vraiment moderniser toute cette artère ferroviaire entre Marseille et Nice, pour faire simple, mettre en place des RER métropolitains, donc avec des gares traversantes, augmenter l'offre ferroviaire autour des métropoles. Donc c'est quand même le gros sujet ferroviaire. Toujours dans le ferroviaire, des pôles d'échange multimodaux. Qui vont être parfois dans des zones peu denses, mais parfois aussi dans des zones un peu moins denses, en rabattement. Pour les usagers. Et puis sur notre... il y a l'ouverture à la concurrence du TER, donc ça, je pense que tout le monde en a entendu un petit peu parler, puisqu'on est la première région à avoir attribué une DSP, l'une à SNCF, l'autre à Transdev. Donc là aussi pour augmenter l'offre et gagner en productivité. Et puis sur les transports routiers, là, on est aussi dans une amélioration un petit peu de la productivité, une décarbonation de la flotte. Donc c'est vrai un petit peu partout. On a frappé entre guillemets un grand coup dans les Alpes-Maritimes, puisqu'on a attribué des DSP qui vont se décarboner intégralement là dans les prochains mois. Donc c'est vraiment imminent. Donc c'est vrai que dans les Alpes-Maritimes, comme je vous le disais, on est dans une situation particulière où on a vraiment un très gros réseau régional. Et on va essayer d'étendre un petit peu progressivement cette démarche sur les réseaux où on est un petit peu moins présent, puisque le réseau régional forcément s'adapte à chaque fois à la configuration des autorités organisatrices. Donc voilà un petit peu les grandes orientations que je pouvais vous donner en matière de politique mobilité pour la région. Merci Monsieur Alonso. Sandrine, dans la loi LOM, l'idée c'est de faire évoluer la planification de cette mobilité à travers les plans de mobilité simplifiés, les PDMS. Les PDMS, en effet. La LOM donc, a fait évoluer les outils de planification, notamment pour ces nouvelles AOM dans les territoires peu denses. Donc, de manière générale, dans les grandes agglomérations, les PDU sont devenus PDM et on a mis en place un plan de mobilité simplifié qui est un outil souple, volontaire, c'est pas obligatoire. Et la communauté de communes, la nouvelle AOM, donc, va pouvoir travailler sur une politique de mobilité vraiment adaptée aux besoins de ses habitants et en même temps va travailler sur une synergie avec tous les acteurs du territoire pour que cette stratégie de mobilité soit co-construite. Vraiment, c'est un travail partenarial. Et quand on parle de travail partenarial, c'est également avec les entreprises, les associations, les habitants, avec pas nécessairement que les acteurs de la mobilité. Naturellement, il y a les régions, les gestionnaires routiers, mais c'est également donc, les principaux usagers. Voilà. Donc c'est important de parler de cette nouvelle stratégie, ces plans de mobilité simplifiés. Et quand on parle de solutions de mobilité à l'échelle des territoires peu denses, on ne pense pas nécessairement au transport public régulier. Parce que finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que ça ne correspond pas du tout par rapport au flux à la meilleure solution. Donc il y a d'autres solutions, comme vous voyez en bas à droite. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, des solutions d'autopartage, de covoiturage, de location de vélo, de marche naturellement, développer la marche également pour les derniers kilomètres. Donc, et de transport d'utilité sociale. Donc il y a énormément d'autres solutions de mobilité. Alors on va poser la question à la salle. Selon vous, on va revenir sur Kahoot, histoire de vous faire jouer un peu et de vous réveiller. Je plaisante. Sur Kahoot, donc la question, selon vous, quels sont les avantages des PDMS
On vous laisse un nuage de mots. Le temps donc, que vous puissiez vous connecter et d'y répondre, je vais me tourner vers Frédéric Descomptes. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, vous êtes directeur des mobilités de la Dracénie Provence Verdon Agglomération et vous êtes sur ce projet de PDMS. Tout à fait. Le PDMS nous est apparu être l'outil adapté pour notre territoire, donc démarche volontariste. Jusqu'à maintenant, on a fait, comme beaucoup de territoires, en fait, un schéma de transport en commun. Et il s'avère, avec le changement des autorités organisatrices de transport à autorités organisatrices de la mobilité, c'est pas qu'un changement de terminologie, c'est aussi vraiment une nouvelle mentalité et une nouvelle force de proposition que nous avons à faire à la population. Vous le disiez, Madame Rouzic, les besoins... en fait, quand on a un réseau de transport, on a les besoins des personnes qui utilisent le réseau de transport, mais on ne sait pas quantifier, identifier les besoins des autres. Et le comité des partenaires, qui est institué par la loi d'orientation, il va nous permettre aussi d'avoir cette expression d'une partie des habitants, mais aussi des forces vives du territoire. Vous le souleviez, le conseil de développement, par exemple, nous a fait part d'une attente en termes de covoiturage. C'est un sujet qu'on n'avait pas du tout exploré jusqu'à maintenant pour diverses raisons, mais qui va nous permettre aussi de répondre à une attente. Alors, on laisse les personnes répondre pendant ce temps-là, on vous écoute. Oui, parce que la loi, Sandrine, permet justement de mettre en place ces dispositifs d'échange et de communication avec les citoyens. Tout à fait, par des dispositifs d'ateliers participatifs, par des diagnostics. Des diagnostics que va réaliser notamment la Dracénie. Ça va permettre donc de mieux comprendre les besoins et de trouver des solutions adaptées, comme nous disions, sur le transport à la demande, qui est de plus en plus utilisé par les actifs et pas nécessairement que par les captifs, c'est-à-dire les seniors, les étudiants, les personnes sans emploi ou sans permis. Donc le transport à la demande peut être adapté. Après, il y a des avantages, des faiblesses. Il y a un certain coût, mais ça évite des bus à vide. Donc, on ne va pas parler des heures du transport à la demande, mais il y a également d'autres solutions de mobilité. Bien sûr. Pardon, Frédéric, vous vouliez dire quelque chose, non ? Nous, on a un transport à la demande qui marche très bien en territoire peu dense. Ça a été mis en place en 2008. Aujourd'hui, notre offre de transport à la demande transporte plus de personnes que certaines lignes régulières. Et quand on a des villages, on parle de territoire peu dense, des villages éloignés de Draguignan à 40 km avec 200 habitants, c'est une réponse qui convient. Alors certes, le prix est à surveiller. Pour autant, on parle de densité de population, mais aussi de cohésion territoriale. Et c'est vraiment un moyen de transport adapté. Un mot sur le choix des bus, des transports en commun, 100% GNV ? Alors en fait, ce n'est pas un choix, c'est une conséquence de la commande publique. C'est-à-dire que lorsqu'on a lancé nos marchés en 2018, on avait un critère de performance environnementale à 30%, sans choix d'énergie, avec une matrice qui permettait de bonifier les offres pour les prestataires, les candidats qui proposaient des véhicules à faible émission. Le candidat qui a été retenu proposait 100% de bus au gaz. Donc aujourd'hui, on a une flotte interurbaine qui est intégralement au gaz naturel. C'est à peu près 85 à 90 véhicules. Et pour le transport urbain qui est exploité en régie, on est à pratiquement 50% au gaz naturel, 10% électrique. Et on a encore un parc avec des véhicules assez anciens en diesel qu'on va voir à convertir. Alors, il y a beaucoup de choses en la matière, il y a beaucoup d'évolutions technologiques. Il y a des coûts, il y a un coût énergétique du gaz qui était peut-être pas le même il y a 2-3 ans, qui pourrait être amener d'autres choix. Il y a des offres, et c'est tout l'intérêt aussi de ce colloque de l'UGAP, c'est qu'il y a des offres de véhicules qu'il va falloir aussi faire un... Alors, je crois qu'il y a des représentants de constructeurs ou d'anciens constructeurs. Il y a une offre de véhicules qu'il va falloir aussi fournir sur les marchés pour qu'à travers la commande publique, on puisse mettre en place ces politiques de décarbonation à grande échelle. On va regarder la réponse donc sur les avantages des PDMS, ce que vous nous avez mis comme nuage de mots. Qu'est-ce que vous retenez, Sandrine ? Simplification, transversalité, définition du besoin, une approche globale. En effet, la cohésion. Je trouve que ça correspond tout à fait au moins aux grands avantages des PDMS. Le fait de prendre en compte les besoins des usagers, de ne pas avoir une seule solution. Ce n'est pas une solution formatée. Il y a vraiment une diversité de solutions
et qui doivent être adaptées et qui doivent faciliter la vie des habitants des territoires peu denses. Le gouvernement encourage aussi le développement des services de mobilité partagée. On l'a évoqué déjà tout à l'heure, on a vu des exemples de covoiturage et d'autopartage pour apporter donc des solutions alternatives à l'usage individuel de la voiture. On va regarder une vidéo qui va illustrer les propos. Voilà, si c'est possible de nous la mettre tout de suite, on va parler avec ensuite Thomas Mataille de ce qui a été mis en place, notamment sur la ligne Lyon-Capi, c'est-à-dire l'île d'Abo. On est d'accord ? On va regarder ce petit reportage, si vous voulez bien. Direction Lyon, merci. Pour découvrir un nouveau type de covoiturage qui cartonne. Ce vendredi après-midi, les véhicules se succèdent sur cette aire de covoiturage, embarquant non-stop des passagers. Ils voyagent gratuitement grâce à une nouvelle application. Son nom, Lane. Sa particularité, les covoitureurs circulent sur des lignes bien définies, comme des lignes de bus, sauf que ce sont des voitures de particuliers qui font office de car. Chaque passager indique l'arrêt auquel il veut descendre. Il s'affiche sur ce panneau lumineux et les automobilistes qui y vont s'arrêtent pour les prendre. Elodie, technicienne de laboratoire, utilise ce service chaque soir en sortant du travail. Je vais activer mon application Line pour demander à un chauffeur. Et là, ça me dit que dans 1 minute, j'ai un chauffeur qui arrive. Je valide ma demande. Elle veut rentrer chez elle à Bourgoin-Jallieu, à 32 km de là. L'application la met en relation avec 2 automobilistes qui s'y rendent aussi. Aujourd'hui, ce sera Denis. Elle le connaît bien. Il voyage souvent aux mêmes horaires. Ce soir, il ramène 2 passagers. Ouais, mais il n'y avait pas la... Attends. Faut que t'achètes un monospace. Ouais, non, mais... Je te le dis tout de suite. Elodie fait du covoiturage depuis 1 an. Ça marche tellement bien qu'elle a même revendu sa voiture. Ça me fait économiser 400 € par mois. Par mois? C'est ça, par mois. Quand on compte le péage, une centaine d'euros, à peu près 200 € de plein d'essence par mois. Et après, si vous rajoutez une cinquantaine d'euros de frais divers et d'assurance à votre voiture. La jeune femme ne débourse rien pour le covoiturage. Pourtant, Denis, le chauffeur, est quand même payé 2 € par passager. Vous avez estimé à peu près vos gains sur un mois? Environ 150 € par mois. Avec la crise, ça fait un petit bonus. Encore mieux, Denis touche 1 € même s'il voyage à vide. Rien qu'en mettant ses sièges à disposition sur l'application. Bon week-end. Alors ça marche, ça fonctionne. Et alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'on garantit finalement le taux d'attente moyen est de 4 minutes, je crois. 3 minutes 30 pour être précis. 3 minutes 30 précis. Et on garantit au bout de 20 minutes, si la personne n'a pas trouvé de voiture, on lui assure le service par un taxi. C'est bien ça? C'est ça. Thomas, vous connaissez bien cette ligne Lane et cette application puisque vous l'avez travaillée avec le Grand Lyon. Voilà, avec la communauté d'agglo des Portes de l'Isère, la CAPI, et le Grand Lyon. La liaison de 25-30 km sur des territoires qui ne sont pas couverts par des transports collectifs, très très dépendants de la voiture individuelle. Donc on fait la liaison de la CAPI vers la périphérie du Grand Lyon, notamment une zone d'activité, puis une station de métro et tram. Et le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire la dépendance à la voiture individuelle. Et donc là, c'est en faisant un service de covoiturage comparable à un très bon transport collectif. C'est quoi la caractéristique d'un transport collectif très performant? C'est une fréquence très élevée qui garantit à la personne de pouvoir se déplacer quand elle veut. Tant conducteur que passager, on est libre. Le passager vient à un arrêt, il prend le premier conducteur qui passe. Et côté conducteur, je conduis comme d'habitude. Et en passant, j'embarque un passager s'il y en a un. Mais donc, vous retrouvez des éléments du stop, sauf qu'on l'a institutionnalisé, structuré, etc. Il y a l'aménagement physique. Vous avez vu des aménagements physiques. Enfin, ils n'étaient pas là avant, ça a été fait. Et il y a tout le service de telle sorte que ce soit fiable. Les gens sont sûrs de partir. Donc, en 20 minutes, quoi qu'il arrive, ils partent en 20 minutes. On leur envoie un taxi ou un VTC. C'est nous qui opérons ça. Mais ils partiront en 20 minutes. Le temps d'attente moyen à 3 minutes 30. 90% des gens partent en moins de 10 minutes. Et cette fréquence-là, cette qualité de service, cette fiabilité, permet de construire une demande qui était inexistante, on est parti de zéro, de conducteurs qui sont devenus des passagers. 80% de nos passagers sont d'anciens autosolistes. Et mieux, on arrive à obtenir, c'était un des témoignages, on arrive à obtenir, d'après notre dernière enquête, on a 11% des passagers qui se sont démotorisés et 25% supplémentaires qui l'envisagent.
Donc on a vraiment réduit la dépendance à la voiture pour une partie de leur trajet qui correspond à une origine-destination sur un besoin donné. On ne va pas faire du covoiturage partout tout le temps, c'est pas possible, c'est très compliqué à faire, en tout cas pas en temps réel comme ça, et pas forcément souhaitable par ailleurs. Donc le point, il est vraiment de s'intéresser au point de vue de l'utilisateur. En gros, les gens nous disent c'est comme si j'avais un tram entre Bourgoin et Lyon. En France, combien de lignes? Aujourd'hui, on a 55 lignes sur 25 territoires différents. Anne Boisseau, sur l'aire grenobloise, ce type de service existe aussi? Oui, effectivement, on a le même principe entre Voiron et Grenoble. Donc, exactement ce qui a été décrit et qui fonctionne de mieux en mieux. Après, on est sur cette période d'accompagnement, changement de comportement. On voit les pics en fonction de l'évolution aussi du coût du carburant. Et voilà. Et c'est une solution qui, pour nous, est vraiment pensée en rabattement transport en commun aussi. Et j'en profite, puisque aujourd'hui, côté Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le Challenge Mobilité. Alors, je ne sais pas si c'est aussi le cas côté PACA. Mais dans une des offres qu'on propose, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, si vous testez le service, on vous offre 10 tickets de transport en commun, justement, dans cette complémentarité, et puis pour amorcer un changement de comportement. Il est envisagé, parce que là, vous couvrez donc, sur la grenobloise du Pays voironnais au Grésivaudan, vous envisagez de développer un peu plus ce type de voies, enfin de solutions sur d'autres endroits? Alors, on regarde ça de très près. Aujourd'hui, on a 16 lignes. Alors, il n'y en a qu'une seule qui a une voie réservée, mais sinon, il y a quand même 16 lignes qui fonctionnent sur ce principe-là. Et on travaille notamment avec le Vercors pour travailler une solution un peu commune de covoiturage, toujours dans cette optique d'amener de la lisibilité aux usagers. Voilà. Et après, on va suivre chaque ligne pour voir comment ça fonctionne, adapter, peut-être changer le mode de fonctionnement si besoin, et puis certainement en développer d'autres. Victor Alonso, Frédéric Descomptes, sur vos territoires, ce type de service est envisagé ou est déjà mis en place? Alors, la région n'a pas mis en place, mais elle pourrait l'envisager, effectivement, ce type de service. C'est quelque chose auquel on réfléchit. Par contre, il existe des territoires qui l'ont mis en place. Alors, il me semble que c'est Brignoles, c'est la communauté d'agglomération de Provence Verte, qui a un service comparable, alors qui est en zone un peu moins dense que ce qu'on a vu là. Donc, il y a probablement une fréquentation un peu inférieure. Mais voilà, c'est l'exemple que j'ai en tête sur le territoire de la région. Nous, c'est une solution qu'on étudiera dans le cadre du PDMS. Et c'est certainement quelque chose vers lequel on ira. Un usage partagé, covoiturage ou autopartage, c'est encore peut-être à voir, mais c'est vraiment quelque chose qui nous paraît intelligent. C'est le thème de notre table ronde. Voilà, intelligent et adapté. Sandrine, on l'a dit, la mobilité, elle est pour tous. On parle de mobilité solidaire. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur le territoire, sur nos territoires? Alors en effet, quand on parle de mobilité solidaire, on peut penser à plusieurs choses. Tout d'abord, on peut penser déjà à la mise en place d'actions concrètes comme des garages solidaires, de la location de voitures, de vélos. Il y a également du prêt, il y a également de l'accompagnement au passage du permis. Donc ça, c'est vraiment des accompagnements, des financements pour accompagner les personnes qui ont vraiment besoin de se déplacer. Après, on a également des plateformes de mobilité inclusive, où là, vraiment, on est vraiment dans l'accès à de l'information, à des formations, à des services. Quand on parle mobilité solidaire, on a également la démobilité, tout ce qui est solution de démobilité, avec du service itinérant. Donc ça, c'est vraiment, on va dans les villages, via des petits véhicules, faire une offre itinérante, que ce soit de l'épicerie, des services publics, ce genre de choses. Et le dernier cas de figure, c'est le transport d'utilité sociale, le TUS, qui est vraiment un transport qui est maintenant cadré réglementairement, où les associations vont faire une forme de covoiturage. Elles vont donc, c'est des personnes, des conducteurs, qui sont juste défrayés de leurs frais de déplacement et qui accompagnent des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir un accès à des services, au commerce ou aux services médicaux.
Vous avez des exemples peut-être, non, de TUS aujourd'hui sur vos territoires? Non. C'est Thomas? On avait fait, juste avant le Covid, les premières assises du transport solidaire qui s'étaient tenues à Nantes. Il y a des centaines d'associations, de CCAS en France qui ont monté ça, qui sont souvent tout petits, très informels, qui fonctionnent avec des budgets mais ridicules et qui arrivent à faire un service social d'une qualité assez incroyable. Et donc nous, quand on a, en fait, ça, en travaillant avec les territoires, qu'on a découvert ça concrètement, et moi je pense personnellement que c'est quelque chose qui est complètement sous-valorisé, sous-évalué, alors que qu'est-ce qui se cache derrière? C'est vraiment une envie de solidarité. Donc c'est une sorte de covoiturage dans le sens où c'est un partage d'un trajet avec le véhicule particulier, le conducteur n'est pas professionnel, c'est pas un chauffeur, c'est un conducteur. Mais la différence avec le covoiturage tel que nous on la pratique ou les covoiturages de plateforme de mise en relation, c'est que le conducteur va faire le trajet à la demande du passager. Il va pas forcément avoir besoin de se déplacer, mais il va le faire pour rendre service. Donc c'est l'accompagnement pour faire des courses des personnes âgées. C'est l'accompagnement pour un rendez-vous médical. Et ça, c'est quelque chose qui a un potentiel gigantesque. Il y a vraiment une appétence, une demande dans ces territoires de solidarité. Et c'est des choses sur lesquelles les choses après peuvent vraiment se développer au-delà de ça. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment besoin de technique, de technologie. Il y en a un peu, il y a des évolutions, il y a des acteurs qui proposent des choses, c'est intéressant. Mais avant tout, c'est une dynamique sociale. C'est humain, en fait. Et c'est le schéma, globalement, c'est des jeunes retraités qui aident des plus vieux retraités, quoi. Enfin, le schéma global. Et c'est une valeur sociale considérable. Sandrine, les pôles d'échange multimodaux sont vraiment là nécessaires et plus qu'importants. Vous l'avez fortement rappelé en partie une. Bien sûr. Mais en effet, si on parle de mobilité intelligente en territoire peu dense, quand on pense intermodalité et pôle d'échange, on est vraiment sur de l'innovation. Ouais. De plus en plus, donc comme vous le voyez, je vous ai mis plein d'images, mais c'est vraiment un florilège. On a une diversité de pôles d'échange très très différents et de nature différente sur tous les territoires peu denses. On a naturellement, historiquement, tout ce qui est gare ferroviaire, gare routière, pour le quotidien, mais maintenant on a des petits pôles d'échange qui prennent en compte les nouveaux services de mobilité, que ce soit l'autopartage, la location de vélos, le stationnement vélo naturellement, les trottinettes, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais... Non, on ne pouvait pas tout dire non plus. Mais bon, il existe des solutions de mobilité diverses. On a également, on a un peu évoqué, mais c'est les pôles connectés aux autoroutes, ces nouveaux aires de covoiturage au niveau des échangeurs ou carrément hors échangeurs, des pôles d'échange de rabattement et qui sont des nouvelles centralités dans les territoires ruraux, c'est-à-dire qu'ils vont recréer un peu de la vie. Pour l'usager, il peut y avoir des nouveaux petits services, ça peut être des tiers-lieux, il peut y avoir des retraits de colis, des circuits courts alimentaires. Donc en fait, on recrée via ces pôles d'échange des nouvelles centralités dans les territoires ruraux. Sans oublier la mobilité touristique, je veux juste évoquer quelques mots. Parce qu'en territoire peu dense, on a cette complexité que les flux, je vous disais au début que les flux étaient peu massifiés, mais en période touristique, on a des territoires peu denses qui sont très fortement impactés, où les déplacements peuvent être multipliés par 4. Donc c'est là où il faut apporter également des solutions. Et les pôles d'échange prennent en compte l'existence des pôles d'échange qui sont au service de la mobilité quotidienne, mais en même temps pour les touristes. Voilà. Victor Alonso, comment optimiser justement l'innovation dans ces pôles d'échange aujourd'hui? L'innovation dont on verra quelques-unes tout à l'heure. Je fais un petit teaser. Il y a pas mal de choses qui ont été décrites là sur la slide. Effectivement, la région, alors nous, notre cœur de métier, entre guillemets, ça reste un petit peu le ferroviaire, même si on essaie de se soigner et de faire d'autres choses. Mais sur le ferroviaire, on investit beaucoup sur les pôles d'échange multimodaux. Donc effectivement, pour avoir du parking relais, d'avoir de la multimodalité, train, service routier, etc. On a lancé avec SNCF Gare et Connexion un contrat de performance régional donc sur les gares de la région, avec un certain nombre d'investissements de la part de la région. Et on a notamment lancé une démarche qu'on appelle Gare 2050 chez nous, et qu'on va donc initier sur 3 gares qu'on a sélectionnées au sein de la région. Donc c'est Embrun, Cuers et j'ai oublié la 3e. Elle est dans le Vaucluse.
Et la troisième, c'est Sorg. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'explorer toutes ces pistes-là. Ces pistes, donc, pour avoir des hubs, vraiment qui soient des hubs de mobilité, mais aussi des hubs finalement un peu de vie, pour éviter tous les déplacements un petit peu contraints, voilà, avoir des espaces de coworking, du retrait de colis, etc. Donc un petit peu tout ce qui a été décrit ici. Et donc on a vraiment l'ambition d'expérimenter sur ces trois gares ces démarches-là, avec des yeux un peu neufs par rapport à l'opérateur historique SNCF notamment. Et donc voilà, essayer d'avancer là-dessus. Donc ça, c'est notre cœur de métier, les gares, mais on s'intéresse aussi beaucoup au PEM sur autoroute. Donc voilà, Claude Fauché en a parlé tout à l'heure sur la métropole Aix-Marseille. Voilà, on essaye aussi d'avancer avec eux, avec les concessionnaires Vinci Autoroute, etc., sur ces sujets de pôles d'échange multimodaux dédiés aux routiers. Anne Boisseau ou Frédéric, y a-t-il des exemples d'innovation mise en place pourriez nous décrire? Moi, je ne parlerai pas d'innovation, mais d'insister sur l'importance du service, parce qu'en fait, parler d'échange, c'est bien, mais en fait, le gros travail que nous avons à faire, et nous sommes partenaires de la région à ce sujet-là, ça va être aussi dans les bassins de mobilité, de travailler à la correspondance entre nos offres de transport. Souvent, il y a quelques vingtaines de minutes de décalage, ce qui fait que le système transport ne fonctionne pas bien et n'est du coup pas utilisé. Et c'est vraiment ce phénomène-là à insister. C'est une convergence des offres. Nous, on a des lignes communes aujourd'hui, déjà sur notre territoire. On utilise des moyens en synergie. Ça nous permet d'économiser de part et d'autre et d'offrir un service. Donc, c'est vraiment ce sujet-là. Anne? Non. Rien de plus à ajouter. Thomas, un exemple peut-être de ce que vous connaissez pour finir? J'insiste sur l'importance de travailler sur l'infrastructure, parce qu'encore une fois, je me permets pourquoi c'est important. C'est parce que, en fait, quelle est la différence entre un système de transport collectif et un système de transport individuel? C'est qu'un système de transport individuel, le véhicule et la personne font le même trajet. Vous prenez votre vélo de bout en bout, votre vélo vous suit. C'est ce qu'il est advenu au final pour la voiture. Les gens prennent la voiture de bout en bout. Voilà. Un transport collectif, vous avez d'un côté les gens qui font des trajets et de l'autre des véhicules. Et ça nécessite d'avoir des points structurés sur le réseau qui organisent tout ça. C'est les stations de métro, les arrêts de bus, etc. Ça, on connaît très bien au centre-ville. Mais sur ce réseau routier-là, aujourd'hui, ça n'existe pas, ou très peu. Donc les aménagements sont essentiels, vont définir la façon dont le territoire va se développer, dont la mutualisation par des petits véhicules, la voiture, ou des gros véhicules du bus va pouvoir se faire. Et donc des hubs sur autoroute, des hubs qui sont en sortie de ville, des hubs, des petits, des moyens, des gros, sont absolument essentiels. Mais réciproquement, si vous mettez des hubs et que vous ne mettez pas de service de mobilité en face, ça ne peut pas marcher non plus. Donc c'est pas comme la voiture ou un système individuel où les choses se passent d'elles-mêmes, entre guillemets, parce que chacun possède sa voiture et s'organise. C'est différent. Là, on est sur la création d'un service de mobilité alternatif à une voiture individuelle, donc ça doit être pensé comme les systèmes de transport collectif. Sandrine? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que dit Thomas. Je pensais qu'il allait le dire, donc je vais le dire à sa place. En parlant d'innovation et de petits pôles d'échange, il ne faut pas penser qu'un pôle d'échange, c'est obligatoirement une grosse emprise avec beaucoup de stationnement en voiture et puis une ligne de bus ou éventuellement quelques stationnements vélo. Maintenant, les pôles d'échange, ça peut être également des mini-structures comme celle que vous avez ici, qui a été réalisée dans la plaine de l'Ain. C'est quand même une innovation, c'est assez intéressant. En fait, un petit pôle d'échange, ça peut être juste un petit bâtiment qui sert peut-être d'abribus, qui sert peut-être de plateforme de mise en relation covoiturage, avec quelques emplacements en vélo, et puis ça passe. C'est aussi quelque chose qui marche très très bien, et qui également est de plus en plus plébiscité par les territoires peu denses. Et pour finir, j'ai oublié de le dire, le gouvernement a quand même lancé un appel à projet dernièrement, le TCSP, Mobilité Durable, où énormément de communautés de communes ont demandé la requalification ou la création de pôles d'échange. Et le CEREMA accompagne ces pôles d'échange qui sont en cours de réaménagement. Pour clôturer, l'innovation n'est pas que dans l'usage, mais aussi technologique et dans le mix énergétique. Et ça, c'est l'objet d'un atelier cet après-midi. On est d'accord. Voilà. Donc
On va s'arrêter là. Ajouter oui, Frédéric. L'innovation, elle est aussi dans l'information multimodale. Donc ça relie avec la brique du MAS. Bien sûr, ce qu'on a dit. Effectivement, et de tout service, pas uniquement du réseau. Et en fait, c'est très important l'information dans les territoires peu denses. On manque de cette information. Merci Frédéric Descomptes, Victor Alonso, Anne Boisseau et Thomas Matagne. Merci de votre intervention sur cette partie-là. On enchaîne, si vous voulez bien, quelques minutes cette fois sur les solutions de mobilité proposées demain par l'UGAP avec Territoire de demain. Et j'appelle Fadela Kaldi et Yves Autain, s'il vous plaît. Bonjour Fadela. Micro, bonjour Yves. Voilà. En quelques minutes, Fadela et Yves, expliquez-nous ce qu'est le marché territoire de demain. Quels sont les éléments de contexte? Pourquoi ce marché, Yves? Alors sur les éléments, bonjour à toutes et à tous. Sur les éléments de contexte, je vais faire un peu d'historique. Pourquoi on a lancé un appel d'offres territoire de demain? Et c'est tout simplement parce qu'on a travaillé à un moment avec la métropole de Nice et l'université de Nice sur un projet qui s'appelait le TIGA, le Territoire d'innovation de grande ambition. Et à un moment, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin. On a rencontré la métropole et l'université avec Fadela. Ils nous ont bien confirmé qu'il fallait qu'on aille dans ce sens-là. Donc l'appel d'offres territoire de demain, il est fait pour répondre à la diversité des territoires et de répondre concrètement à leurs attentes. Ce n'est pas un marché sur une étagère, c'est un marché qui permet de répondre à vos spécificités et à vos besoins. Ce marché territoire de demain, il a aussi pour vocation de vous accompagner dans la mise en œuvre des évolutions réglementaires. On a parlé tout à l'heure de la loi LOM, la loi 3DS, la loi climat et résilience. Bon, je ne vais pas refaire tout ce qui a été dit. Et cet appel d'offres de bout en bout, Fadela l'expliquera, nous permettra de vous accompagner, quelle que soit la taille d'ailleurs de la collectivité territoriale, que ce soit de grandes métropoles ou des collectivités de taille petite ou moyenne, ainsi que les départements et les régions. Donc voilà, sans oublier les ports et le ferroviaire. Les territoires de demain, en fait, est aussi un partenaire qui permettra de soutenir les écosystèmes régionaux et également l'innovation au travers de l'ingénierie d'achat qui a été mise en place par le groupe Projet, ce dont j'ai la responsabilité avec Fadela. Voilà ce que je peux en dire très rapidement pour laisser un peu de temps après à Jérôme Théo. Voilà, et pour illustrer tout ça, on va regarder une petite vidéo qui va être beaucoup parlante et après je me tournerai vers Fadela pour lui poser une ou deux questions. Sarah et Lucas habitent une commune de 10 000 habitants. Ils ont une voiture et vont régulièrement au restaurant en centre-ville avec leurs amis. Leur commune, qui s'est engagée dans un projet de territoire connecté, durable et inclusif, a repensé son parcours usager en mettant en place un dispositif de stationnement intelligent. Vous vous demandez comment? On vous raconte. Ils ont installé des capteurs sur les places de stationnement qui jalonnent le centre-ville afin d'identifier les places disponibles. Ces capteurs transmettent ces informations en temps réel à une plateforme de supervision pilotée par les agents de la collectivité qui renvoient l'information et le guidage vers les places disponibles à l'aide des panneaux d'affichage positionnés sur la voie publique et via l'application de la collectivité. De cette manière, Sarah et Lucas savent où aller garer leur voiture et rejoindre rapidement leurs amis au restaurant. Les bénéfices de cette démarche sont une circulation fluidifiée, moins de CO2 dispersé dans l'air. La collectivité exploite les données dont elle est propriétaire. Une plateforme de données qui permettra ensuite à la collectivité l'optimisation d'autres dispositifs liés à la transition écologique, l'efficacité énergétique ou encore la prévention des risques. Et surtout, des usagers contents. Voilà Fadela, donc ça c'est un exemple des solutions de mobilité, de cas d'usage proposées à travers ce marché. Oui, bonjour à tous. Alors, on a vu toute cette matinée, on a parlé beaucoup de transformation et de transition et d'innovation. Donc, côté UGAP, on a eu une réflexion très importante, c'était de dire comment on accompagne le secteur public, les collectivités locales dans cette transformation. Donc, c'est vrai que cet appel d'offres, il est né de ce besoin et d'ailleurs, la première brique a été le sourcing client. On a rencontré avec Yves et l'équipe projet énormément de clients
des grandes collectivités, mais des collectivités également de taille plus réduite, pour réfléchir comment un appel d'offres pouvait être construit pour apporter ces réponses-là. Donc c'est juste la slide suivante. Il y a 3 mots-clés très importants qu'on va retenir. C'est qu'on est face à des défis majeurs, des défis environnementaux, de vieillissement, d'éducation, d'inclusion sociale. C'est des défis absolument colossaux qui génèrent une complexité très importante et puis qui génèrent également un besoin de transversalité. Donc il y a 3 mots-clés qu'on retient sur cet appel d'offres. C'est un mot-clé très important pour nous, c'est l'approche territorialisée. L'UGAP est un opérateur national et sur cet appel d'offres, l'idée c'est vraiment d'apporter des réponses aux besoins sur mesure des territoires. Donc ça c'est le premier mot-clé à retenir. Le deuxième, et non des moindres, c'est l'approche en solution globale. Parce que le constat qu'on a fait, c'est que beaucoup de projets sont initiés en termes de stratégie, en termes de réflexion. Par contre, leur traduction sur leur terrain, la concrétisation, peine quelque part à complètement se concrétiser. Et souvent, ce qui a été identifié sur la partie marché public, c'est que pour pouvoir répondre à ces projets, il faut une multidimension. Donc, on va pour la première fois intégrer un marché public qui va embarquer de l'équipement, du logiciel, des prestations techniques, de la maintenance et une part de travaux. Donc ça, c'est complètement nouveau, c'est très innovant et c'est complètement nouveau. Donc derrière ça, il y a évidemment toute cette coordination de briques différentes. Point, peut-être rester juste sur l'autre slide, un point extrêmement important également, c'est tout ce que vous voyez en bas, la transition environnementale, l'efficacité, la mobilité, c'est la carte de compétences des collectivités. Parce qu'on s'est dit, si on prend une seule brique dans ce marché, on risque de ne pas répondre, et on voit bien au travers de la mobilité, on aborde à la fois une dimension de risque, évidemment l'efficacité, la mobilité, la gouvernance, la transition environnementale. De plus en plus en fait, de sujets embarquent ces problématiques plurielles. C'est suivant. Voilà. Alors, il y a un intégrateur. Il y a un intégrateur. Justement, la conclusion a été de dire que pour lancer ce type de marché, on avait besoin d'adosser cet appel d'offres, enfin cette procédure, parce que c'est une procédure négociée au final qu'on a retenue, sur la base d'un opérateur qui sait coordonner les métiers et donc coordonner les différents thèmes qu'on voit. Et donc effectivement, on recherche un intégrateur qui sera accompagné d'experts, là aussi une nouvelle innovation, c'est-à-dire que le marché public va avoir cette double dimension, à la fois d'intégrateur et de savoir-faire, et en même temps des experts indépendants. Oui, donc il va s'entourer de l'écosystème finalement pour y répondre. Exactement, exactement. La troisième brique, c'est que cet écosystème, pour répondre à l'approche territorialisée, il faut qu'il soit adossé à des expertises sur le terrain, à une approche complètement locale. Et là, va évidemment y avoir un enjeu de politique publique d'embarquer l'écosystème, des PME, des entreprises innovantes, pour pouvoir répondre à ces défis. Très bien. Un dernier point, peut-être Un dernier slide ou c'est le dernier ? C'est la prochaine slide. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Exactement. Voilà. Alors, c'est intégré à l'intérieur même de l'objet de l'appel d'offres, c'est que la plateforme devient un élément incontournable. Donc, on a embarqué cette dimension très importante. Alors, on aura plusieurs niveaux de plateforme en fonction du projet. On peut partir d'un projet simple ou d'un projet plus complexe. Et donc, on aura des plateformes de niveau 1, des plateformes IoT très simples. Elles sont mono-métier, mono-usage. Et après, petit à petit, on va rentrer dans des plateformes de plus en plus intégrées en fonction de l'ambition du projet. Parfait. Merci beaucoup d'avoir présenté ce marché. Vous aviez, Yves, un élément d'information? Non, c'est bon? Non. Ok, je pense qu'on travaille pour l'attractivité des territoires. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté cette nouvelle solution Territoire de demain. Fadela, merci Yves. Allez, pour clôturer cette matinée, il est nécessaire de présenter un petit peu les entreprises qui sont venues jusqu'ici à cette manifestation, les startups. Mais on va peut-être, je vois que Jérôme arrive, on va peut-être laisser le mot de la fin à Jérôme et après on passera au pitch. Non, Jérôme. Jérôme, notre
directeur général. Tu peux faire la séquence sur les... On va le faire après. Bon. Merci à tous les intervenants de cette première séquence. Moi, j'ai le plaisir, le privilège d'essayer de conclure et de sortir quelques éléments de synthèse des discussions que nous avons eues ce matin autour des 2 tables rondes. À l'UGAP, quand on cherche un candide, on me demande. Je ne sais pas si je dois le prendre bien, mais on me sollicite souvent dans ce rôle-là. Très rapidement, parce que voilà, l'essentiel était quand même que vous puissiez intervenir et écouter les acteurs dans les territoires qui portent de manière concrète et qui imaginent ces solutions des mobilités de demain. Je voulais partager avec vous, à titre d'une forme de synthèse, quelques convictions que j'avais et qui ont été confortées un peu par ce qu'on a entendu ce matin sur les enjeux de la mobilité. La première conviction, c'est il y a évidemment l'enjeu de la décarbonation, l'enjeu des mobilités durables, mais que ces mobilités sont un sujet éminemment politique et social, et qu'au-delà de la décarbonation, c'est une question, c'est un facteur d'insertion sociale, de cohésion des territoires, d'attractivité des territoires. Et toute la complexité que vous avez, c'est de porter ces différentes priorités de façon à ce qu'elles soient équilibrées et conciliables. J'ai noté le mot de monsieur, du représentant de la métropole, monsieur Fauché, qui disait c'est très bien les voies réservées, mais si on les limite aux véhicules à très faible émission, eh bien, il y a toute une catégorie de nos... J'ai déjà parlé trop longtemps. Il y a toute une catégorie de nos concitoyens qui ne vont pas y avoir accès. Et pour moi, en tout cas c'est un citoyen qui vous le dit, au-delà du directeur commercial de l'établissement, la question de la mobilité inclusive, elle est décisive, elle est essentielle. On se rappellera quand même que la crise des Gilets jaunes, elle a émergé autour de ces problèmes d'inéquité autour de la mobilité. Donc ça doit quand même rester un enjeu central. J'ai noté aussi, parce que voilà, pour moi, la mobilité, c'était la mobilité individuelle et les transports en commun. Ben, en fait, je me rends compte qu'il n'y a plus de frontières entre la mobilité individuelle et les mobilités par les transports collectifs, puisque vous avez montré à la fois sur les territoires ruraux et dans les aires métropolitaines qu'on ne parlait pas de mobilité, mais de mobilité multimodale à organiser. Voilà, ça c'est un peu ma vision des enjeux du sujet de la mobilité. Et qu'est-ce que je tire de vos échanges de ce matin autour de 2 tables rondes? Le premier élément de constat, c'est que Madame Berthaud l'avait dit en introduisant le sujet, vous l'avez vraiment confirmé, c'est que les outils et les dispositifs existent. Ils foisonnent, ils sont très nombreux. Ça, c'est clair, il y a beaucoup de dispositifs, d'outils juridiques, numériques, matériels qui existent pour organiser ces différentes formes de mobilité. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est qu'ils doivent être mis en place de manière totalement transversale, coordonnée, je dirais même dans un esprit un peu de système, et avec une gouvernance qui est totalement partagée. Ça m'a frappé au travers de vos échanges, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul, on doit s'appuyer sur un écosystème, les acteurs publics, les collectivités territoriales, les opérateurs de transport, les entreprises innovantes, peut-être les citoyens. Tout à l'heure, quand on parlait des plans de mobilité, j'ai trouvé que les ateliers où on va recueillir le besoin auprès des usagers, évidemment l'usager doit être au cœur de nos réflexions. Deuxième élément de synthèse que je retire de tout ça, c'est que les solutions ne peuvent qu'être locales et adaptées aux enjeux du territoire, des territoires, et les différentes approches qui ont été présentées dans ces 2 ateliers sur les solutions possibles pour un territoire métropolitain et pour un territoire rural montrent bien que ces solutions ne se décident pas dans un cabinet à Paris, mais au plus près des territoires. Et donc l'enjeu, c'est de faire vivre des écosystèmes pluridisciplinaires qui associent les collectivités territoriales, les opérateurs de transport, les sociétés innovantes, sans doute un peu d'ingénierie publique, comme l'a montré l'expertise du CRMA. On est ravis d'avoir le CRMA aujourd'hui avec nous. Cette expertise publique, c'est le CRMA, c'est aussi l'ADEME sur la question des financements, les acteurs de financement institutionnel. Je crois que cet après-midi, il y a un atelier dédié aux aides au financement, parce que tout ça coûte quand même, il faut se le dire, horriblement cher. Et donc, ces sujets de financement sont aussi des éléments de décision importants.
Juste pour conclure, on peut se demander pourquoi l'UGAP organise cette manifestation, quel est le rôle de l'UGAP. On a essayé de vous démontrer ce qu'on pouvait faire. Notre mission, notre métier, notre raison d'être, c'est d'accompagner les territoires en leur proposant des solutions. L'UGAP, ce n'est pas un catalogue, c'est des solutions qu'on souhaite déployer. Ce qu'a montré Yves et Fadela, qui arrive, hein, ce n'est pas encore complètement sec, il faut encore y travailler un petit peu, mais c'est vraiment une nouvelle approche qu'on veut avoir avec les acteurs dans les territoires, c'est de proposer, d'exposer des solutions qui permettent de gérer de bout en bout des politiques publiques de la manière la plus efficace possible. Notre rôle, c'est aussi de travailler en coprescription avec les territoires. Je vais vous faire une rapide confidence. Si la métropole de Montpellier, il y a quelques années, n'était pas venue nous titiller, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu aussi vite des bus hydrogène des bus électriques à l'offre UGAP. Si en 2019, la métropole de Rouen n'était pas venue voir l'UGAP en disant on a besoin de travailler ces bus hydrogène, on aurait sans doute eu les bus hydrogène, mais peut-être pas avec la réactivité. On a besoin d'échanger avec les territoires dans une logique de coprescription parce que nous avons des acheteurs, ils sont experts dans leur métier, mais c'est le client, l'utilisateur final de nos solutions qui doit nous expliquer, qui doit nous challenger, nous titiller pour qu'on apporte ces solutions qualitatives, opérationnelles et qui créent de la valeur sociale et de cohésion dans les territoires. Et ce qu'on a montré tout à l'heure, longtemps la mobilité à l'UGAP, ça a été des bus, hein, voilà, des bus, des voitures. L'approche que Yves et Fadela ont présentée, c'est-à-dire cette solution de territoire de demain qui s'appuie sur la data pour essayer de rendre encore plus efficaces, plus impactables les politiques publiques, dont les politiques de mobilité, s'inscrit un peu dans la nouvelle approche que l'UGAP essaye de déployer, c'est-à-dire d'être un apporteur de solutions, un accélérateur de projets. Votre métier, ce n'est pas forcément de faire des appels d'offres, mais c'est de répondre à un besoin de citoyens, d'améliorer une politique publique. Et voilà, c'est à notre place, modeste, c'est dans cette perspective-là qu'on veut s'inscrire. Et puis un dernier élément très personnel, toujours pour M. Fauché, je crois. Bravo pour la ligne de voie réservée entre l'axe Marseille et Montpellier. Moi, j'ai fait mes études à Marseille et mon service militaire, Marseille et Aix. Moi, j'ai fait mes études à Marseille et mon service militaire à Aix. J'ai passé beaucoup de temps sur, c'était il y a 25 ans déjà, j'ai passé beaucoup de temps sur cet axe parce que le train ne fonctionnait pas bien. C'est une très belle idée d'avoir des voies réservées au covoiturage. Merci à tous. Jérôme, oui. Voilà, merci beaucoup. On continue d'échanger au cours des ateliers et c'était un plaisir de pouvoir avoir nos différents intervenants ce matin. Mais je te propose, c'est maintenant d'accueillir les 8 entreprises innovantes qui nous ont fait plaisir et accepté d'être présents à cette manifestation. Je vais les appeler tout de suite et on va leur laisser la parole. Évidemment de manière très courte, mais c'est pour vous donner un peu d'appétence et aller les voir juste après, pendant le cocktail et tout au long de l'après-midi. J'appelle, s'il vous plaît, Chahari Wex avec Nicolas Braquier, Alice Frédéric Lardeur, Arcade Cycle avec Clément Carcelles, Kogu avec Nicolas Roussel, Blue System avec Nicolas Tremblay, Mob Energy avec Édouard Coé, Manqué Factory avec Franck Reynaud et Neptech. Messieurs, voilà, on va commencer avec le monsieur de Chahari, Nicolas Braquier. Il est où? Il est là, Nicolas. C'est gentil, merci de rester encore quelques minutes. C'est pas grave, c'est François, pardon. François qui représente Chahari Wesk. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc Wesk, c'est une entreprise lyonnaise et on a déployé Chahari, qui est un service de mobilité électrique en autopartage. Petite particularité, c'est qu'on est un peu agnostique côté véhicule. On a déployé des véhicules sur Marseille, on a une soixantaine, bientôt une centaine de véhicules qui y sont. La particularité de notre offre, c'est qu'on a intégré le stationnement et la recharge via des blocs en fait, de batteries swappables dans notre offre. Donc tout est pris en compte et on espère vous voir dans nos véhicules très bientôt. Merci. Merci beaucoup. On passe à Frédéric Lardeur pour Alice. Bonjour. Alice, en fait, c'est une start-up, mais de 20 ans d'âge. Donc, c'est plus une start-up, mais une PME française innovante qui est experte des données de mobilité. Chez Alice, nous produisons en fait des données à partir des enquêtes de terrain que font nos équipes tous les jours, et ils en font des milliers. Et ils le font également avec des capteurs que nous fabriquons. Les outils en fait de collecte et d'analyse, vous le savez, ont beaucoup évolué.
Et grâce à la digitalisation de nos offres, aujourd'hui, ces outils sont disponibles à l'UGAP pour nos clients. Les données qu'ils génèrent servent en fait à connaître le niveau d'utilisation de vos infrastructures de transport, la nature du trafic qui circule, son évolution, sa répartition, afin de prévoir de futurs aménagements. Elles peuvent être également remontées de manière permanente et en temps réel pour participer à un système de régulation de trafic. Donc ces deux manières de collecter de la donnée, c'est-à-dire pour la planification et pour la régulation, sont rassemblées dans l'offre Observer. On vous propose également MyGIS, un outil de data visualisation. Cet outil en fait unique vous permet de rassembler l'ensemble de vos données de mobilité, quelle qu'en soit la source, dans un seul et même outil, et de pouvoir ensuite les exploiter de format cartographique ou statistique. Voilà, en travaillant avec Alice, vous l'avez compris, vous vous adressez à un expert et un professionnel de la donnée de mobilité qui, en 20 ans, a su faire en fait évoluer toutes les techniques de collecte pour en massifier et surtout fiabiliser les résultats. François, qui est à mes côtés, c'est un des grands ingénieurs trafic qui permet aussi de faire que ces analyses sont effectivement pertinentes pour les collectivités. Voilà, c'est aussi une entreprise qui enrichit son offre au fur et à mesure et depuis 20 ans pour faire en sorte que vous puissiez correctement appréhender vos données de mobilité. Merci et venez nous rencontrer. Merci Frédéric. Je m'appelle Clément Carcélès d'Arcade Cycle. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Je représente la société Arcade. On n'est pas une start-up, on est une PME de déjà 25 ans d'existence cette année. On est spécialisé dans la fourniture de vélos et de plus en plus de vélos électriques aux collectivités, que ce soit aussi bien pour les services de location longue durée que pour aussi de plus en plus le déplacement des agents. Donc nous, notre proposition de valeur, déjà, c'est de proposer des vélos français qui sont assemblés dans notre usine en propre depuis 25 ans en Vendée. On fait des vélos personnalisés selon votre charte graphique, à votre cahier des charges. Donc voilà, ça donne des très beaux vélos comme les 3 exemples que vous avez ici avec le service de location longue durée à Annecy, à Valence et le vélo orange tout en bas à Marseille. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur vos projets vélo à l'extérieur. Merci. Merci Clément. On appelle Nicolas Roussel pour Kobu. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Roussel, je suis cofondateur de Kobu, qui est une structure qui propose des vélos partagés en location longue durée et en libre service. Donc on a des beaux vélos arcade que vous verrez là-bas, qu'on a décorés à nos couleurs, nous. Et voilà, on exploite pour les collectivités plutôt taille intermédiaire et petite taille. Donc on parlait des territoires peu denses tout à l'heure. On a pas mal de collectivités où on a des toutes petites flottes d'une vingtaine de vélos. Et on exploite pour le compte des collectivités la mobilité durable à travers le vélo. Merci beaucoup Nicolas. On appelle un autre Nicolas, Nicolas Tremblay pour Blue System. Bonjour. Un autre Nicolas, merci. Donc Blue System, ce qu'on fait en fait, c'est une sorte de tour de contrôle. On agit vraiment sur les données récupérées de tous les opérateurs de mobilité partagée. Donc on a commencé avec les trottinettes, les vélos. Maintenant on s'attaque avec l'autopartage, avec le covoiturage et les taxis. Donc vous avez la métropole de Lyon qui était assez avancée en France sur les données. Pour revenir un petit peu sur notre activité, on travaille beaucoup à l'étranger. On a travaillé beaucoup à l'étranger avec les villes de Los Angeles, de New York, Londres, qui gèrent aussi la régulation d'un point de vue contrôle et verbalisation, qui est la deuxième étape, qui n'est pas toujours le cas en France, mais qui permet de générer des revenus pour la ville, pour le partage des voiries, de la voirie, et l'utilisation de ces nouveaux modes de transport. Donc on sera là et vous pourrez assister à une démo live de ce qui existe dans toutes ces villes que je vous ai citées. Merci à tous. Merci Nicolas. J'appelle Édouard Coé pour Mob Énergie. Bonjour. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter Mob Énergie. On est une entreprise lyonnaise et on fabrique des solutions de recharge partagées qui ont tout un point commun, un seul câble de connexion au réseau électrique. Donc ici c'est Charles, c'est un robot chargeur qu'on a inventé et qui va déplacer l'énergie directement jusqu'au véhicule électrique ayant passé commande. Concrètement comment ça marche, donc l'utilisateur va stationner là où il le souhaite, il va passer commande via une application et ensuite le robot va se déplacer de manière autonome jusqu'au véhicule et lui restituer l'énergie qu'il a demandé via des batteries de seconde vie qu'il a à l'intérieur de son carter. Donc aujourd'hui c'est un robot qui est déjà déployé à Lyon sur un parking public mais aussi en entreprise chez Biomérieux et chez EDF. On sera toute l'après-midi du coup sur l'esplanade et je serai ravi de vous expliquer cette solution plus en détail. Merci beaucoup. Merci beaucoup Edouard. J'appelle Franck Reynaud pour Monkey Factory. Bonjour Franck.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc je suis Franck Reynaud, cofondateur d'une start-up française qui s'appelle Monkey Factory. Alors on est éditeur de solutions digitales dans le milieu du MaaS, donc on en a déjà parlé ce matin. Grosso modo, on déploie des applications en marque blanche pour les territoires qui veulent donner de la visibilité à tous les modes de transport, inciter au report modal, inciter aux mobilités décarbonées, aux mobilités inclusives, c'est le cœur de ce qu'on fait. Et puis la dernière en date, c'est Mulhouse, la nouvelle version du compte mobilité de Mulhouse qui a été lancée hier soir, tard. Donc elle est disponible aujourd'hui. Et puis je fais un petit clin d'œil à ce qui a été dit en introduction sur les data. Oui, les personnes qui maîtrisent la data ont le pouvoir. Et tout l'enjeu de ce qu'on déploie nous sur les territoires, c'est de laisser ces data au service des collectivités. Parce que c'est vous les décideurs. Donc voilà, on est dehors, on a un stand, on sera la semaine prochaine au Salon EMO à Paris pour ceux qui n'auraient pas le temps de venir nous voir là, et vous ne pouvez pas nous rater. Voilà. Merci à vous. Merci Franck. Et on finit avec Tanguy pour Neptech. Bonjour à tous, je suis Tanguy Goetz, CEO et cofondateur de Neptech. Chez Neptech, on conçoit des navires de transport, de passagers et de marchandises qui sont zéro émission, à propulsion électrique ou à propulsion hydrogène, performants et intelligents. Concrètement, nos navires, ce sont des bus maritimes ou des bus fluviaux de 10 à 30 mètres qui peuvent accueillir de 20 passagers à 200 passagers. Le point de départ des développements de Neptech, ça a été le système de propulsion électro-hydrogène. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à puissance égale, un système de propulsion hydrogène, c'est 3-4 fois plus lourd qu'un système de propulsion diesel. Or, ajouter de la masse sur un navire induit une consommation énergétique plus importante et donc une dégradation des performances opérationnelles du navire, ce qui n'est pas acceptable pour les exploitants privés ou publics. Et donc chez Neptech, on innove pour pouvoir réduire les besoins énergétiques du navire, réduire également les temps de développement en ayant développé un châssis, une plateforme commune à différents usages pour le transport de passagers et le transport de marchandises. On expose sur l'espace d'exposition notre démonstrateur technologique. On serait ravis de répondre à toutes vos questions. Merci à tous. Merci beaucoup Tanguy. Merci messieurs d'avoir été présents et d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette plénière. Je rappelle qu'il y a des ateliers à partir de 14h, peut-être 14h15 vu le retard que nous avons pris. Ces ateliers, il y en a un qui commencera un peu plus tôt, c'est celui à 14h45 sur la mobilité durable au lieu de 15h15. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci à Stéphanie Dridi qui a travaillé longuement sur cette manifestation. Merci à nos experts CEREMA d'avoir été présents et merci à tous nos intervenants. Passez une belle journée et vous sortez, s'il vous plaît, par la porte de gauche pour le cocktail.